Vidéo numéro 47. Petite histoire du grand boom. Bonjour. Cette vidéo s'inscrit logiquement dans la suite du numéro 36 et 45, consacrés respectivement à la constante de Hubble et la mesure des très grandes distances. Les observations récentes du télescope spatial James Webb divisent les spécialistes quant à leur interprétation. Et pour comprendre leurs divergences, il faut un minimum de connaissances historiques sur la cosmologie moderne. Dans la suite de cette vidéo, j'emploierai à de nombreuses reprises le mot « univers » qui pour moi ne représente rien, comme indiqué dans ma vidéo numéro 3. Mais c'est le langage de la cosmologie que je suis obligé d'employer pour expliquer l'évolution des idées. L'expression « grand boom », rappelée dans le titre, était en vogue à la fin des années 80 comme traduction de l'expression américaine « Big Bang », empruntée à Fred Hoyle, plutôt partisan de l'univers stationnaire. Maintenant, Big Bang est plus courant en français, mais l'objectif principal de cette vidéo est, dans un très bref historique, de souligner à quel point cette notion a évolué depuis son apparition en astrophysique. Si vous cherchez Big Bang sur le web, vous tombez automatiquement sur le dessin d'artiste présenté maintenant à l'écran. Et ce dessin pourrait faire croire que le Big Bang a toujours été conçu ainsi et que la notion est figée pour toujours. La réalité est fort différente. Comme je l'ai appris dans l'excellente vidéo « L'univers introuvable » de Jean-Marc Bonnet-Bidot, qui a eu l'occasion de rencontrer plusieurs des grands experts de la théorie, tout commence par la découverte, par le jeune physicien russe Alexandre Friedmann, de l'article d'Albert Einstein sur la relativité générale. Friedmann découvre que les équations d'Einstein ont des solutions particulières non stationnaires et introduit pour la première fois, dans son article de 1922, l'idée d'un univers en expansion. Mais ces solutions supposent un univers homogène et isotrope, hypothèse dont on sait aujourd'hui qu'elle n'est vérifiée à aucune échelle. Le travail de Friedmann a été prolongé par Lemaître, 1927, Robertson, 1933, et Walker, 1935. Et ceci aboutit, après le décès prématuré de Friedmann en 1925, à la métrique FLRW, pour laquelle je cite Wikipédia. La métrique FLRW décrit la géométrie moyenne de l'univers aux grandes échelles. Elle nous donne sa dynamique et nous permet de connaître l'évolution de sa taille, contraction ou expansion de l'univers. Un univers homogène et isotrope demeure au cours de son évolution homogène et isotrope. Il ne peut rendre compte de la formation des structures de composants de densité inhomogène par définition. La formation de ces structures, telles que les filaments ou les amas de galaxies, est permise par l'introduction de perturbations autour de cette métrique FLRW. Ces perturbations croissent autour du temps par attraction gravitationnelle et entraînent la création des grandes structures observées. Elles sont supposées d'origine quantique et leur existence nous est donnée par l'observation du fond diffus cosmologique réalisé grâce aux satellites COBE, WMAP et plus récemment Planck. En réalité, depuis 1922, un nombre croissant de physiciens a commencé à raisonner comme si les solutions de Friedmann-Lemaître décrivaient vraiment le comportement moyen à grande échelle de l'univers, alors qu'on sait depuis longtemps, grâce aux travaux de mécanique céleste dans le cadre newtonien, que les perturbations gravitationnelles conduisent à des difficultés mathématiques considérables. Les problèmes étant fortement non linéaires, la considération d'un effet moyen est très problématique, pour ne pas dire absurde. Après cette objection de principe, reprenons la petite histoire du grand boom. L'affaire rebondit en quelque sorte avec les travaux de Hubble, aboutissant, indépendamment du travail antérieur de Lemaître, à l'idée d'un univers en expansion depuis une origine des temps située très loin dans le passé. La théorie du Big Bang a été considérée plutôt douteuse, jusqu'au coup de théâtre de 1965. Découverte fortuite d'un rayonnement thermique omnidirectionnel par Penzias et Wilson
qui pouvait coïncider avec le reste fossile de l'explosion initiale du Big Bang, aujourd'hui décrit par les spécialistes comme un état très chaud et très concentré de la matière. À partir de ce moment, la cosmologie bascule vers le modèle du Big Bang et on cherche des confirmations et des informations sur l'histoire de l'univers. Il y a eu ensuite de nombreuses péripéties sur l'estimation de l'âge de l'univers dans le cadre du Big Bang, liées à l'inadéquation des mesures basées sur les chandelles cosmiques, voir vidéo numéro 45. Et beaucoup plus récemment, à partir de 1979, on a introduit l'inflation cosmique, suite à une idée d'Alan Guth. L'univers aurait gonflé dans son entier d'un facteur au moins 10 puissance 26, 100 millions de milliards, tout près de l'instant initial, dans l'espace de 10 puissance moins 33 secondes, soit un 100 millième de milliardième de seconde. La constante de Hubble moyenne, sur la période correspondante, peut se calculer. Exponentielle de 10 puissance moins 33 H0 égale 10 puissance 26, soit H0 égale 10 puissance 33, logarithme naturel de 10 à la puissance 26, supérieur à 10 puissance 34 au lieu de 70 aujourd'hui. On voit que le plus invraisemblable n'est pas la valeur du gonflement, mais sa durée extrêmement courte. Avec l'inflation, le bang devient vraiment big. En astrophysique, on est amené à jouer avec des chiffres considérables. Mais au-delà du chiffre, l'aspect étrange de cette hypothèse ne peut échapper à personne. Durant un intervalle de temps ultra microscopique par rapport à la durée qui nous sépare du Big Bang, une inflation gigantesque de la totalité de l'univers aurait eu lieu. Alors que depuis l'apparition des atomes, vers l'âge de 300 000 ans, la taille de l'univers observable n'a été multipliée que par un facteur 1000 en 13,7 milliards d'années. On a introduit l'inflation cosmique seulement parce que certaines observations ne concordaient pas avec les prévisions du modèle de Friedmann-Lemaitre. Il y a eu beaucoup d'autres péripéties dans l'élaboration de cette théorie, et si vous voulez avoir plus de détails, je vous conseille vivement l'exposé précité « L'univers introuvable », dont je donne la référence en commentaire. Dans cet exposé, j'ai appris que les concepts de matière noire et énergie noire sont indispensables à la survie du modèle, ce qui explique l'acharnement des experts pour affirmer leur existence. Beaucoup d'hypothèses invraisemblables pour défendre une théorie portant sur un objet logiquement indéfinissable. La question fondamentale qui se pose à l'amateur voulant comprendre la cosmologie est toujours la même. Comment séparer dans les déclarations des experts les résultats d'observation des prédictions théoriques ou simulations numériques? Un exemple typique est celui du diagramme de répartition entre matière classique, matière sombre et énergie noire. On se doute que l'énergie noire n'a pas été observée et qu'il y a des gros calculs derrière le diagramme. Mais ces calculs ont-ils un sens? Depuis des décennies, on fait usage de rustines de plus en plus nombreuses et invraisemblables pour réparer un modèle global de comportement du cosmos dont la justification pose sans cesse de nouvelles difficultés. L'une des raisons invoquées par les experts est qu'il n'y a pas de théorie alternative. Cet argument semble assez faible, car dans l'élaboration de cette théorie, l'histoire des observations a joué un rôle important, et rien ne dit que les mêmes effets n'auraient pas pu être expliqués d'une façon très différente s'ils nous étaient apparus dans un autre ordre. Au niveau local, nous avons déjà compris qu'aucune théorie ne permettra jamais de prévoir la destinée à long terme, même en moyenne, d'un objet aussi complexe que notre petit système solaire. La possibilité de faire des prévisions à long terme sur cet objet encore plus complexe qu'est l'univers tout entier repose peut-être sur l'idée un peu optimiste que les déplacements des galaxies sont lents comparés à la taille du cosmos. Mais quand on doit faire appel à une inflation cosmique en temps aussi court pour expliquer ce qui se passe en temps très long, il y a quand même un malaise
les difficultés croissantes pour justifier le modèle du Big Bang devraient donc aboutir à une remise en question majeure si le but est toujours de comprendre la réalité.